Le fantôme qui vit en vous. Comment faire la paix avec la personne que vous n'avez pas été. Salut Esprit Curieux et bienvenue à bord. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire un voyage ordinaire. Nous allons plonger ensemble à travers 5 niveaux de connaissances, chacun plus profond que le précédent, pour explorer l'une des idées les plus étranges et personnelles qui existent. Nous parlerons de ce fantôme qui nous chuchote parfois à l'oreille. Cette version de nous-mêmes qui vit dans un univers parallèle, la personne que nous aurions pu être. Et je sais ce que vous pourriez penser. Encore une vidéo sur le regret? Non, nous allons aller bien plus loin. Car comprendre ce deuil n'est pas un exercice de tristesse. C'est l'un des outils les plus puissants pour construire la vie que vous voulez vraiment vivre. Je vous promets une chose. À la fin de ce voyage, la façon dont vous voyez votre passé et surtout votre futur aura changé pour toujours. Commençons par le premier niveau, la surface de ce que nous connaissons tous. Le deuil de la personne que nous aurions pu être se manifeste presque toujours comme un regret. Le fameux « et si j'avais ». C'est ce sentiment amer qui apparaît quand nous pensons à la carrière que nous n'avons pas poursuivie, à la relation que nous n'avons pas entretenue ou aux risques que nous n'avons pas pris. C'est une émotion universelle, nous l'avons tous ressentie. Une autre facette très connue de ce deuil est la comparaison, surtout à l'ère des réseaux sociaux, où il semble que tout le monde vive sa meilleure vie possible. Et cela affecte directement ce que nous faisons chaque jour. Cela nous paralyse. La peur de le regretter à nouveau nous empêche de prendre de nouvelles décisions, créant un cycle d'inaction. Pensez à quelqu'un qui rêvait d'être musicien, mais a choisi un travail sûr. Chaque fois qu'il voit un artiste sur scène, il ressent cette piqûre, cette ombre de la vie qu'il n'a pas vécue. C'est un exemple classique. Et un troisième point clé à cette surface est que ce deuil n'est pas seulement lié aux grandes décisions. Il apparaît aussi dans les petites choses, dans les mois que nous avons abandonnés, le mois plus sportif, le mois qui lisait plus, le mois qui gardait contact avec ses amis. Mais d'où vient cette capacité à nous torturer avec le passé? D'un point de vue évolutif, cela a du sens. Notre cerveau a développé la capacité de simuler des scénarios alternatifs pour apprendre de ses erreurs et prendre de meilleures décisions à l'avenir. C'est un mécanisme de survie. Imaginez l'un de nos ancêtres. Il a pris un raccourci dans la forêt et a failli être mangé par un prédateur. En revenant à la grotte, son cerveau n'arrêtait pas de répéter « si je n'étais pas allé par là ». Cette simulation, ce regret, était un logiciel d'apprentissage extrêmement puissant qui lui sauverait la vie la prochaine fois. Ainsi, le regret, la comparaison et la peur, tout ce que nous venons de voir n'est que la pointe de l'iceberg. C'est ce qui flotte à la surface de notre conscience. Mais si c'est ce que nous voyons en surface, quels sont les moteurs secrets qui l'animent en dessous? Descendons au deuxième niveau, les mécanismes cachés. Le premier grand moteur secret de ce deuil est ce que les psychologues appellent le biais de la trajectoire. Notre cerveau suppose, par défaut, que le chemin non emprunté aurait toujours été meilleur. Et voici la première grande révélation. Nous ne comparons pas notre vie réelle à une autre vie réelle. Nous comparons notre réalité, avec tous ses problèmes et ses nuances, à une fantaisie parfaite qui n'a jamais existé. Savoir cela nous donne un outil incroyable. L'opportunité est d'utiliser cette fantaisie comme une boussole. Si vous rêvez constamment de la personne que vous auriez pu être plus créative, ce n'est pas un signe d'échec. C'est un signe que votre moi actuel désire plus de créativité. Par exemple, si vous regrettez de ne pas avoir pu voyager, au lieu de vous punir, vous pouvez le voir comme une invitation. Votre esprit vous dit « et le désir d'explorer est toujours là ». Peut-être ne pouvez-vous pas faire le tour du monde maintenant, mais vous pouvez planifier une escapade d'un week-end. C'est utiliser le fantôme comme guide. Maintenant, le revers de la médaille. Ce même mécanisme peut être un piège dangereux. Il nous fait idéaliser le passé et dévaloriser le présent. C'est le drapeau rouge qui nous avertit que nous sommes sur le point de prendre une décision impulsive basée sur une fantaisie. Quelqu'un dans une relation stable, mais avec des difficultés normales, pourrait commencer à idéaliser un amour du passé. Le biais de la trajectoire lui fait penser qu'avec cette autre personne, tout aurait été parfait, ignorant que cette autre relation aurait aussi eu ses propres défis. Reconnaître cela peut vous éviter de saboter votre vie actuelle. Un autre processus est à l'œuvre ici, gouverné par une règle invisible au niveau neuroscientifique. Notre cerveau est littéralement programmé pour accorder plus de poids émotionnel aux pertes qu'aux gains. C'est ce qu'on appelle l'aversion à la perte. Nous ressentons la douleur de perdre 10 $ beaucoup plus intensément que la joie de gagner 10 $. De la même manière, le moi que nous avons perdu, l'opportunité que nous avons laissé passer, nous fait beaucoup plus de mal que nous ne valorisons les moi que nous sommes réellement et les opportunités que nous avons saisies. C'est comme quand vous vous concentrez sur la seule question que vous avez manqué à un examen au lieu de célébrer les 19 que vous avez réussi. Notre cerveau, par défaut, se concentre sur le « j'aurais pu être parfait » et écarte le « je suis plutôt bon ».
Dans notre esprit, l'histoire de la personne que nous aurions pu être n'est pas un simple souvenir. C'est une narration, un conte que nous nous racontons, avec un début, un nœud et un dénouement tragique imaginé. Et cette narration se nourrit d'une astuce mentale très courante, le biais de confirmation. Pensez au biais de confirmation comme à un défaut de fabrication de notre cerveau. Une fois que nous croyons quelque chose, notre cerveau recherche et filtre activement les informations pour confirmer cette croyance. Si nous pensons que nous avons gâché notre vie en n'acceptant pas ce travail, nous ne nous souviendrons que des mauvaises choses de notre travail actuel et n'imaginerons que les bonnes choses de l'autre. Pour y faire face, il faut faire quelque chose qui semble peu naturel, jouer l'avocat du diable avec nous-mêmes. Demandez-vous activement, quel problème aurais-je pu avoir dans cette autre vie? Quelle bonne chose ai-je dans ma vie actuelle grâce à la décision que j'ai prise? Ainsi, au moment où vous vous surprenez à vous lamenter, arrêtez-vous et forcez votre esprit à construire l'histoire complète du chemin non emprunté, y compris les embouteillages possibles, les péages inattendus et les jours de pluie. Pas seulement la partie ensoleillée du voyage. Curieusement, la façon dont nous construisons ces narrations a des racines très anciennes. Pensons aux épopées et aux tragédies grecques. Ces histoires qui ont façonné notre culture tournent presque toujours autour d'un destin tragique ou d'une erreur fatale. Nous avons appris à raconter nos propres vies avec cette même structure dramatique. La leçon pratique est la suivante. Vous êtes le scénariste de votre histoire intérieure. Vous pouvez choisir de la raconter comme une tragédie sur ce qui a été perdu, ou vous pouvez la raconter comme une histoire d'aventure sur ce que vous avez appris et où vous allez maintenant. Le pouvoir est entre vos mains. De tout ce que nous avons vu à ce niveau, la déduction la plus importante pour la vie réelle est que le deuil de la personne que vous auriez pu être concerne rarement le passé. La règle générale est la suivante. L'intensité de votre regret pour un moi du passé est directement proportionnelle à un besoin insatisfait dans votre moi du présent. Ainsi, la prochaine fois que vous ressentirez cette piqûre de nostalgie pour le vous qui a failli exister, ne regardez pas en arrière, regardez à l'intérieur. Demandez-vous, quel besoin ne suis-je pas en train de satisfaire en ce moment? Est-ce l'aventure? Est-ce la connexion? Est-ce la créativité? La réponse est un guide pour votre prochaine étape. Comprendre cela est incroyablement libérateur. Nous cessons d'être victimes de notre passé et devenons des détectives de notre présent. Et ça, mon ami, c'est un super pouvoir. Mais si vous pensiez que c'était déjà clair, préparez-vous, car ici l'histoire tourne au véritable chaos. Bienvenue au troisième niveau, le chaos de la réalité. Ici, les réponses faciles s'épuisent. Et la première grande controverse est la suivante. Ce deuil est-il une émotion utile qui nous guide, ou est-ce une maladie moderne, une forme d'autotorture inutile? D'un côté, il y a ceux qui disent que c'est un outil évolutif essentiel pour apprendre et s'améliorer. D'un autre côté, il y a un courant de pensée, notamment dans certaines branches de la psychologie et de la philosophie orientale, qui le voit comme une souffrance entièrement facultative, un produit d'un ego qui n'accepte pas la réalité. L'enjeu est fondamental. Pour le premier camp, éliminer ce deuil serait comme enlever la douleur de nos mains. Nous perdrions un capteur vital. Pour le second camp, l'enjeu est la possibilité d'atteindre la paix mentale. S'accrocher à ce deuil, c'est pour eux renoncer au bonheur. Et cela nous amène à remettre en question une croyance très populaire, l'idée qu'il ne faut rien regretter. Cela sonne très bien sur une tasse de café, mais c'est psychologiquement impossible et peut-être même indésirable. Le mythe à démonter est qu'une personne saine et heureuse ne regrette rien. Des recherches, comme celle de la psychologue sociale Amy Somerville, montrent que presque tout le monde regrette quelque chose. Le regret est la marque d'un esprit qui fonctionne, qui est capable d'imaginer un futur meilleur. Et pourquoi aimons-nous tant croire à ce mythe du zéro regret? Parce qu'il nous offre une échappatoire simple à un sentiment très complexe et douloureux. Il est plus facile d'adopter un slogan que de s'asseoir et de gérer la complexité de nos propres décisions. Et ici surgit une incroyable paradoxe. Plus nous essayons activement de ne rien regretter et de supprimer ces pensées, plus elles deviennent fortes. C'est comme essayer de ne pas penser à un éléphant rose. À quoi pensez-vous maintenant? Cela nous laisse avec un dilemme quasi philosophique sans solution facile. Pour surmonter le deuil de la personne que nous n'avons pas été, nous devons d'abord accepter que ressentir ce deuil est normal et inévitable. Nous devons nous rendre pour pouvoir gagner. Maintenant, adoptons une perspective critique. Une grande partie de ce deuil est amplifiée par une culture qui nous vend l'idée que nous devons optimiser chaque aspect de notre vie. La pression d'avoir la carrière parfaite, le corps parfait, la vie parfaite. Et voici une objection éthique que nous faisons rarement. Cette obsession du moi potentiel ignore le privilège. La capacité de choisir entre plusieurs chemins de vie est un luxe qu'une grande partie du monde n'a pas. Se lamenter de ne pas avoir été un peintre bohème à Paris est un problème qui naît d'avoir eu des options en premier lieu.
Une autre grande controverse est de savoir si nous devons tourner la page et oublier, ou si nous devons intégrer activement cette autre version de nous dans notre identité actuelle. Historiquement, de nombreuses cultures promouvaient l'idée du devoir et de l'acceptation de son propre destin. L'idée de pleurer pour un moi alternatif aurait été considérée comme un acte d'égoïsme. Aujourd'hui, dans notre culture individualiste, l'exploration de ces moi alternatifs est presque considérée comme une obligation pour la connaissance de soi. Au final, tout cela se connecte à la condition humaine de manière très profonde. Nous sommes les seules créatures, à notre connaissance, conscientes du passage du temps et des chemins infinis qui se ferment à chaque décision que nous prenons. Et cela nous génère un problème fondamental en tant qu'espèce. Nous avons une imagination infinie piégée dans une vie finie. Nous pouvons rêver d'être 1000 personnes, mais nous ne pouvons vivre qu'une seule vie. Et personne ne nous apprend à gérer cette tension. Comme vous le voyez, ce n'est pas un sujet en noir et blanc. C'est un tourbillon de contradictions, de pressions culturelles et de dilemmes sans réponse claire. C'est le désordre inhérent à l'être humain. Vous avez survécu au chaos. Il est maintenant temps de voir les détails qui séparent les curieux des vrais connaisseurs. Nous sommes au 4e niveau, celui de la connaissance experte. Et ici, nous trouvons un concept rarement discuté en dehors des cercles académiques, la différence entre le regret d'action et le regret d'inaction. Des chercheurs comme Thomas Gilovich et Victoria Medvec de l'Université de Cornell ont démontré un schéma fascinant au fil du temps. À court terme, nous regrettons davantage nos actions, les choses que nous avons mal faites. Mais à long terme, le regret d'inaction pour les choses que nous n'avons pas osé faire est beaucoup plus douloureux et durable. Pensez-y ainsi, le regret d'action est comme une blessure aiguë. Ça fait très mal au début, mais ça cicatrise. Le regret d'inaction est comme une maladie chronique. C'est une douleur sourde qui ne disparaît jamais complètement, car notre esprit peut idéaliser infiniment ce chemin non emprunté. Et pour comprendre cela, nous devons parler d'une figure clé, mais souvent oubliée, la psychologue Bluma Zegarnik. Zegarnik, dans les années 1920, a découvert quelque chose d'incroyable en observant les serveurs dans un café. Il se souvenait des commandes en attente avec une clarté étonnante, mais une fois la commande payée, il l'oubliait complètement. Sa contribution héroïque et secrète fut d'identifier ce que nous appelons aujourd'hui l'effet Zeigarnik. Les tâches incomplètes restent piégées dans notre mémoire. La théorie rebelle, basée sur ses travaux, est que le deuil de la personne que nous aurions pu être n'est pas un échec, mais une tâche mentale incomplète. La vie non vécue est la commande que notre cerveau n'a pas encore pu clore et archiver. Et cela nous offre une perspective radicalement différente. Peut-être que la solution n'est pas d'oublier ou de surmonter, mais de compléter la tâche symboliquement. Vous vouliez être écrivain? Écrivez une nouvelle, vous n'avez pas besoin d'écrire le grand roman. Donnez à votre cerveau ce sentiment de clôture. Maintenant, un détail de la recherche qui contredit tout ce que nous pensons savoir. Une étude publiée dans la revue Science a révélé que les personnes qui se sentent les plus proches de leur moi idéal, la personne qu'elles aspirent à être, sont souvent celles qui ressentent le plus la douleur pour le moi qu'elles auraient pu être. C'est totalement contre-intuitif. On penserait qu'être proche de votre idéal vous rendrait heureux. Mais cela contredit notre logique, car plus vous visez haut, plus vous êtes conscient du fossé entre où vous êtes et où vous pourriez être. L'ambition et le deuil, parfois, sont les deux faces d'une même pièce. Et voici le détail final qui connecte tout. La neuroscience nous montre que lorsque nous imaginons ces autres moi, notre cerveau active les mêmes régions que lorsque nous pensons à notre moi actuel, surtout le cortex préfrontal médian. Et c'est le moment Eureka. Pour votre cerveau, ces autres versions de vous ne sont pas des fantasmes lointains. Ce sont des extensions neurologiques de vous-même. C'est pourquoi le deuil semble si réel, parce qu'au niveau neuronal, vous pleurez la perte d'une partie de vous. Ce niveau de détail nous donne une vision beaucoup plus compatissante et authentique du problème. Nous ne sommes ni fous ni masochistes. Nous sommes programmés biologiquement et psychologiquement pour expérimenter cette forme de deuil étrange et complexe. À partir d'ici, nous entrons en terrain inconnu. Osez-vous regarder vers la dernière frontière? Nous avons atteint le 5e et dernier niveau, la frontière de la spéculation et de l'émerveillement. Et la première idée futuriste est la suivante. Que se passerait-il si la technologie nous permettait d'expérimenter nos vies non vécues à travers des simulations de réalité virtuelle immersive? Dans 100 ans, peut-être que le deuil de la personne que vous auriez pu être deviendra une forme de tourisme existentiel. Vous pourriez passer un week-end à vivre comme le pianiste concertiste que vous n'avez jamais été. Cela nous guérirait-il ou nous briserait-il complètement? Et cela nous amène à la question fondamentale où la science s'arrête. Ces autres versions de nous existent-elles vraiment? La physique quantique, avec son interprétation des nombreux mondes, suggère que chaque fois que nous prenons une décision, l'univers se divise et toutes les possibilités deviennent réelles dans des univers parallèles. La science ne peut pas le prouver, alors c'est ici que la philosophie prend le relais.
Si ces autres vous sont réels, alors vous n'avez rien perdu. Simplement, vous vivez cette version de l'histoire, tandis que d'autres vous vivent les autres. L'implication philosophique est vertigineuse. Votre identité ne serait pas une seule ligne, mais un arbre aux branches infinies. Et le deuil que vous ressentez ne serait pas pour une fantaisie, mais une sorte de connexion quantique, un écho lointain de vos autres vies. Et cela se connecte à l'avenir de l'humanité de manière très directe. À mesure que l'intelligence artificielle pourra prédire avec plus d'exactitude les conséquences de nos décisions, nous serons confrontés à un niveau de deuil pour le chemin non emprunté que nous n'avons jamais expérimenté auparavant. Maîtriser ce deuil, apprendre à choisir et à nous engager sur notre chemin sans être torturés par les alternatives pourrait être la compétence psychologique clé pour naviguer dans un avenir d'options presque infini. Ce serait la solution à la paralysie par l'analyse à l'échelle mondiale. Et voici la dernière idée, la plus provocatrice de toutes. Peut-être que la personne que vous auriez pu être n'est pas un fantôme du passé, mais une graine du futur. Peut-être que toutes ces qualités que vous admirez dans cette version idéalisée de vous ne sont pas des souvenirs de ce que vous avez perdu, mais la matière première de la personne que vous êtes en train de devenir. Et avec cette idée, notre descente à travers les 5 niveaux est terminée. Maintenant, prenons un moment pour émerger et contempler l'incroyable paysage que nous avons parcouru ensemble. Au début de cette vidéo, nous avons parlé de ce sentiment si familier et simple de regret, le classique « et si j'avais ?» Nous le voyons comme quelque chose d'amer, une piqûre de tristesse pour un passé que nous ne pouvons pas changer. Et maintenant, regardez où nous en sommes arrivés, à l'idée que ce même sentiment pourrait être un écho d'univers parallèle, une tâche incomplète dans notre cerveau, ou même une boussole neurologique qui nous guide vers la personne que nous sommes destinés à être. Nous avons transformé une simple émotion en un outil de connaissance de soi, en un débat philosophique et en une question sur l'avenir même de l'humanité. Ce fut un voyage incroyable. Alors maintenant, je vous demande directement, quelle idée de tout ce voyage vous a le plus marqué? Quelle pièce de ce puzzle a résonné en vous? Je tiens à vous remercier de tout cœur pour votre temps, votre curiosité et pour m'avoir accompagné dans cette exploration si profonde. J'adorerais lire vos réflexions dans les commentaires. C'est le début de la conversation, pas la fin. Si vous avez aimé ce voyage dans les profondeurs d'une idée, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine plongée. Et si vous pensez que cela pourrait être utile à quelqu'un d'autre, partagez cette vidéo. Comme toujours, continuez à questionner, continuez à explorer et osez comprendre. On se voit dans la prochaine vidéo. Et maintenant, que allez-vous construire avec votre fantôme ?